Dardilly est réputé pour sa poire. Les Monts d'Or sont des régions qui étaient, je parle surtout dans les années 80. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué parce qu'il y a de moins en moins d'exploitants agricoles, il y a de plus en plus de lotissements, et de ce fait, le paysage a changé et les activités aussi. Mais je peux vous garantir que j'ai vécu, moi, dans cette période-là, dans ce lieu-dit, dans ce village. C'était un village d'arboriculteurs. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écoutez Dardilly. Aujourd'hui, c'est une histoire de poire et plus précisément une histoire d'eau-de-vie de poire qui a même pris l'avion à un certain moment que je vais vous conter. Et pour ce faire, j'ai appelé Gérard Clopin qui a grandi sur le territoire. Cette aventure de poire, donc, commence au début des années 1980 et elle a perduré jusque dans les années 90. Bonne écoute! Je suis le fils de Claudius Clopin. Mon père est né en 1923. Bon, il a été exploitant agricole très tôt. Mais mon père était un homme qui a eu l'avantage d'être interprète à l'âge de 17 ans. Donc, il était interprète. Son père, qui était donc le directeur de Calor à l'époque, a voulu l'envoyer dans des grands hôtels et systématiquement, il fuguait pour se retrouver dans la ferme de ses grands-parents parce qu'il voulait être absolument exploitant agricole. Et mon grand-père en a eu marre de le voir fuguer systématiquement. Donc il lui a dit, écoute, puisque tu veux être paysan, puisque tu veux être exploitant agricole, arboriculteur, reste à la ferme. Donc je pense que mon père, à l'âge de 20 ans, déjà, il était exploitant agricole. Il était arboriculteur sur Dardilly, au lieu-dit Le Chêneron. C'est un lieu-dit qui fait partie de la commune de Dardilly. Ça ressemblait à quelques maisons qui étaient situées au bord de la route nationale, l'ancienne route nationale 7. Heureusement, il y avait la campagne qui était juste à côté. Et d'ailleurs, j'y suis repassé très récemment et ça a énormément changé. Ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était il y a 50 ans, quoi, voilà. Cette route nationale était bordée de platanes qui ont été abattus après parce qu'il y avait trop d'accidents. Et la ferme de mon père était située à la sortie d'un virage. Et il y avait souvent des sorties de voitures. Et dès qu'il y avait une sortie de voiture avec ses allées de platanes, eh bien, elle se fracassait contre ces platanes. Et un jour, il y avait un homme qui était décédé suite à cet accident. C'est mon père qui l'a emmené à la morgue, dans sa camionnette. Mon père était arboriculteur. Son activité principale était de produire des fruits, mais particulièrement des poires William. C'est un fruit qui a un goût qui est très, très prononcé. À l'époque, maintenant, je crois qu'il en est de même, mon père produisait des fruits de qualité. Il était difficile de nourrir une famille avec cette activité. Donc, il a cherché à se diversifier et il a eu l'idée de faire de l'eau-de-vie de poire William. Alors, la particularité de cette eau-de-vie de poire de chez mon père, c'est qu'elle était à 50 degrés, alors que l'eau-de-vie de poire que l'on trouvait dans le commerce, sous des grands noms tels que Williamis, des produits qui étaient fabriqués en Suisse, était à 45 degrés. Et puis, le gros avantage de cette eau-de-vie de poire, c'est qu'il n'y avait aucun additif. Elle était très équilibrée, se distinguait par rapport à l'eau-de-vie de poire industrielle par les qualités que je viens de vous énumérer. Comment est-ce qu'on produisait cette eau-de-vie de poire ? Il faut une matière première d'excellente qualité, c'est-à-dire que ce pas des fruits qui sont ramassés par terre ou qui sont piqués, etc. Ce sont les meilleurs fruits qu'il faut ramasser pas très mûrs non plus, il faut que ce soit ramassé tournant, il faut les faire mûrir en caisse, et ensuite, dès qu'elles sont mûres, il faut les broyer. Donc à l'époque, c'était des fouloirs à manivelle qui permettaient de broyer au plus finement, j'allais dire, la matière première qui était la poire William. Ensuite, ces poires, il fallait les stocker pour les faire fermenter, c'est-à-dire qu'on récupérait ce qu'on appelle le mou. Le mou, c'est la matière première qui a été broyée,
et que l'on va mettre dans une grosse cuve en bois qui s'appelle toujours, je pense, mais enfin, si bien qu'aujourd'hui, je pense que les cuves sont en inox, mais à l'époque, la cuve était en bois et ça s'appelait un foudre. Et donc, on mettait ce produit dans ce foudre et il fallait bien l'étancher pour qu'il y ait une bonne fermentation. Alors, mon père avait la possibilité de faire ça parce qu'il était bouilleur de cru. Bouilleur de cru, c'est une possibilité de faire de l'alcool de père en fils, puisque c'est un procédé et c'est un titre qui est donné de père en fils. Voilà, donc mon père était dans la famille, d'ailleurs, le dernier bouilleur de cru, et c'est ce qui lui a permis de faire son eau de poire, parce que ce bouilleur de cru permettait à certains paysans qui avaient leur propre vie et qui faisaient leur propre vin de récupérer le mou du raisin pour faire leur propre eau de vie de raisin. Et ils avaient une quantité d'alcool qui leur était réservée sans payer de droit. On attend une fermentation qui dure plusieurs semaines. Il fallait récupérer ce mou pour l'emmener à la distillerie. Donc mon père ne distillait pas cette eau de vie. Il y avait une distillerie, je ne sais pas si elle existe encore, à l'Arbrel, qui n'est pas très loin d'Ardilly, et on portait ça chez le distillateur qui lui-même distillait cette eau de vie de poire. Voilà, et on récupérait cette eau de vie à la distillerie. La bouteille était plus en forme de flûte chez mon père. La bouteille était en verre, bien sûr, d'une capacité de 70 centilitres. Et en effet, il y avait une étiquette, d'ailleurs nous étions très fiers, puisqu'il y avait le nom de mon père qui était dessus, avec l'adresse de Dardilly et du Chêneron, et les fameux 50 degrés. Alors, il y a une particularité quand même, c'est qu'à l'époque, il y a une taxe à payer. Et systématiquement, sur chacune des bouteilles, mon père était obligé de se rendre à la trésorerie de l'Arbrel, je crois que c'était, pour coller sur la bouteille un congé qui est un impôt. Et sur ce congé, qui est une taxe, ça se matérialisait donc par un bon de transport à coller, et sur lequel devait être inscrit la capacité, c'est-à-dire les 70 centilitres, le taux d'alcool, 50 degrés, le nom de l'expéditeur, mon père, le nom du destinataire qui achetait, et la date, ainsi que l'heure de l'enlèvement et le délai de transport. C'est-à-dire que si on se faisait arrêter en transportant cet alcool, il fallait absolument qu'il y ait ce congé collé sur cette bouteille et que ce qui était inscrit sur ce congé corresponde bien au moment où on était arrêté pour vérification. Si mon père vendait par exemple 12 bouteilles à un client, il fallait y aller, il fallait faire 12 congés, mais il n'y allait qu'une fois. Mais s'il avait 12 clients dans la journée qui venaient par intervalle, il était obligé d'aller 12 fois à l'Arbrel pour pouvoir mettre ce congé. Alors on m'a dit que cette eau de vie, elle va aussi faire le tour du monde par les airs. Il s'avère que j'ai un frère qui est décédé malheureusement maintenant, mais qui était commandant de bord chez Air France. Et c'était une personne qui avait une notoriété chez Air France et qui a pu parler de la production de mon père. Et de ce fait, Air France a demandé à mon père s'il pouvait vendre cette eau de vie de foire à partir de petites mignonnettes. La mignonnette, vous savez, c'est ce qu'on trouve un petit peu de partout. C'était des petites bouteilles en verre qui font, je crois, 5 centilitres. Et de ce fait, par l'intermédiaire de ces mignonnettes, ce produit a pu être distribué et vendu dans les longs courriers de Air France. Cet épisode d'Écouter Dardilly est terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Un merci tout particulier à Gérard Clopin qui a pris le temps de répondre à mes questions. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Pour découvrir les autres épisodes et partir à la rencontre de ce joli territoire, abonnez-vous. Tous les liens sont dans la description du podcast. À très bientôt.